Auschwitz, 27 janvier 1943. Le soleil se lève à peine, la température est glaciale. À travers le brouillard, on distingue une plaine immense recouverte de neige et des fils de fer électrifiés à perte de vue. Sur le quai, des hommes et des femmes en tenue rayée se tiennent là, la tête rasée. Me voilà arrivé au camp de la mort. Tout ça pour avoir tenu tête aux Allemands. Tout ça pour avoir défendu mon pays, être l'ami des Juifs. Mais je ne regrette rien. En tant que médecin psychiatre, j'ai toujours œuvré pour les autres, quelle que soit leur origine ou leur confession, et je continuerai à le faire, même ici, dans ce camp, peu importe ce que je risque. Je suis Adélaïde Oval, et voici mon histoire. Vous écoutez Les Héroïnes de la médecine, le podcast d'Egora qui rend hommage aux femmes ayant marqué l'histoire de la profession. Je suis née le 1er janvier 1906, au Howald, un village du Bas-Rhin. À cette époque, l'Alsace faisait partie de l'Empire allemand. J'ai donc appris la langue en parallèle du français. Je suis la dernière d'une fratrie de 7 enfants, et depuis petite, tout le monde m'appelle Heidi. Mon père était un pasteur, fervent défenseur des Juifs, qu'il décrivait comme « le peuple du livre ». Il était aussi pro-français, et pour preuve, après la Première Guerre mondiale, il a choisi d'accoler le patronyme Oval à son nom d'origine, As. Il m'a sans aucun doute transmis ses convictions et ses valeurs. Entre 1925 et 1934, je suis allée étudier la médecine à Strasbourg avant de me spécialiser en psychiatrie. Je me suis donné corps et âme pour mes patients. J'ai même décidé de les suivre quand ils ont été transférés dans le Périgord au début de la guerre. Et puis en 1941, je suis devenue interne à l'hôpital psychiatrique de Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Je menais une vie plutôt normale, malgré la guerre, malgré tout ce qui se préparait. Mais tout a basculé en mai 1942. J'avais 36 ans et ma mère venait de mourir. Quand j'ai appris la nouvelle, je suis montée dans un train, direction l'Alsace, pour retrouver le reste de ma famille. Et pendant le voyage, j'ai égaré ma valise. Avant de rentrer à Lannemezan, j'ai donc décidé de faire un crochet par Vierzon sur la ligne de démarcation pour voir si elle y était. Le problème, c'est que je n'avais pas de laissez-passer et j'ai été arrêtée. Je me suis retrouvée dans une salle de douane avec 2 Allemands et ils se sont mis à insulter la France juste devant moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de riposter et j'ai été envoyée à la prison de Bourges pour 5 semaines. Là-bas, j'ai été témoin des premières rafles. Par solidarité avec la jeune juive qui partageait ma cellule, j'ai décidé de me fabriquer une étoile jaune en papier. Un agent de la Gestapo l'a vue et il m'a lancé « Du moment que vous les défendez, vous partagerez leur sort ». Puis on m'a apporté une bande de toile blanche sur laquelle on pouvait lire « Amis des Juifs ». Le lendemain, j'ai été transférée dans le camp d'internement de Pithiviers, dans le Loiret. J'assistais, impuissante, au balai incessant des convois. Des centaines, parfois des milliers de personnes raflaient arriver d'un coup, des hommes, des femmes et aussi des enfants. D'autres embarqués dans des trains, on ne savait pas encore ce qui les attendait. Manque d'hygiène, maladies infectieuses, pénurie de médicaments. J'ai pensé plus d'une fois à m'échapper de ce camp surveillé par des gendarmes et douaniers français. Un jour, l'occasion s'est même présentée avec une infirmière de la Croix-Rouge. Mais au dernier moment, un gendarme a bouleversé nos plans et je me suis résignée. Après plusieurs mois de détention, j'ai été transférée en septembre au camp de Bonne-la-Rolande, à 18 km de là, puis à la prison d'Orléans. Je suis finalement passée en jugement, ou en simili-jugement, devrais-je dire. On m'a accusée d'être anarchiste ou même affiliée au mouvement de l'Alsace libre. Tout était faux, bien sûr, mais il leur fallait bien trouver une raison pour me condamner à la déportation. Quand la sentence est tombée, j'ai d'abord été envoyée au fort de Romainville, puis à Compiègne, avant de monter le 24 janvier 1943 dans le fameux convoi des 31 000 à destination d'Auschwitz-Birkenau. Avec moi, 230 femmes résistantes étaient entassées dans les wagons à bestiaux,
comme Daniel Casanova, Marie-Claude Vaillant-Couturier ou encore Charlotte Delbo. Après 3 jours de voyage éprouvant, nous sommes arrivés en Pologne et prenant notre courage à 2 mains, nous avons passé la grille du camp en chantant la Marseillaise. Marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je suis devenu le numéro 31 802. Très rapidement, on m'a séparé des autres résistantes, car les SS avaient besoin de médecins, et qui plus est, de médecins germanophones. J'ai d'abord été affectée au Revier, l'infirmerie, des déportées allemandes, essentiellement des prostituées et des criminels de droit commun. J'ai tout fait pour les soigner au mieux, avec le peu de médicaments que j'avais à ma disposition. J'essayais aussi de sauver les détenus les plus malades des sélections pour les chambres à gaz. Par exemple, je faussais les feuilles de température et dissimulais tant bien que mal les maladies sérieuses. Il m'arrivait également de modifier les dates d'entrée des détenus à l'infirmerie pour qu'elles puissent y rester plus longtemps. Les SS exigeaient que nous, médecins du camp, inscrivions la mention « inapte au travail » à la fin de nos comptes rendus médicaux. Ces 3 mots équivalaient à une condamnation à mort. Je n'ai jamais pu m'y résoudre. C'est finalement une camarade autrichienne qui l'a fait à ma place pour m'éviter des ennuis. Moins de 2 mois après mon arrivée à Auschwitz, j'ai reçu la visite du docteur Eduard Wirst, médecin-chef du camp. Il m'a proposé de l'accompagner au bloc 10 situé dans le camp des hommes. Pour y faire de la gynécologie, m'a-t-il dit. J'ai accepté de lui servir d'assistante, à lui et à son frère qui se disait gynécologue. Je voulais savoir ce qu'ils faisaient dans ce fameux bloc dédié aux expérimentations, voir ce dont ils étaient capables. A priori, l'expérience à laquelle je devais participer semblait relativement inoffensive pour les cobayes. Elle était destinée à détecter de façon précoce un cancer du col de l'utérus par un examen colposcopique. Mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'était absolument pas question de soigner ou de suivre les malades. Certaines opérations étaient effectuées sans aucune raison, les résultats des analyses n'étaient jamais communiqués et l'examen n'était pas fiable. Alors quelque temps plus tard, j'ai pris prétexte de mes ulcères aux jambes, qui n'étaient pas encore guéris, pour me retirer de l'expérience. Entre-temps, le docteur Wirst m'avait aussi demandé de seconder le professeur Klauberg dans ses expériences de stérilisation des femmes juives par injection. Vous vous en doutez, j'ai immédiatement refusé, tout comme j'ai refusé de faire des narcoses à la demande du docteur Samuel, un détenu juif allemand nommé au bloc 10. Mais cette fois-ci, je ne m'en suis pas aussi bien sorti. Le docteur Samuel m'a dénoncé à Wirst, et une nuit, j'ai dû organiser mon exfiltration vers Birkenau avec l'aide de complices pour éviter les représailles. Pendant mes années de détention, j'ai aussi été confronté au docteur Joseph Mengele, appelé l'ange de la mort. Pour moi, c'était un détraqué, un dangereux sans scrupules. Un jour, il m'a convoqué pour me demander de participer à ces horribles expériences sur les jumeaux. Je lui ai demandé si cet ordre était définitif. « Mes ordres sont toujours définitifs », m'a-t-il répondu. Mais j'ai réussi à lui tenir tête. Il s'est alors tourné vers ses collègues et a ajouté « Je ne veux pas la forcer à faire ce qu'elle ne veut pas faire. » En août 1944, après m'être relevé du typhus, j'ai été transféré au camp de Ravensbrück, en Allemagne, avec 51 autres rescapés du convoi des 31 000. Là-bas aussi, j'ai été affecté au Revier. J'y ai fait installer un grand nombre de lits, jusqu'à 200 en même temps, pour y accueillir le plus de prisonnières possible et leur permettre de se reposer à tour de rôle. Les troupes russes ont libéré le camp le 30 avril 1945, mais j'ai décidé d'y rester jusqu'à la fin du mois de juin pour soigner les malades qui n'étaient pas en état d'être rapatriés. En décembre, j'ai reçu la Légion d'honneur, mais j'ai eu beaucoup de mal à obtenir ma carte de déportée résistante, puisque je ne faisais partie d'aucun réseau ou organisation. Ça ne m'a pas empêché de reprendre mes activités médicales, mais cette fois-ci en tant que médecin scolaire à Besançon, puis dans le Val d'Oise. Le soir, en rentrant du travail, j'écrivais régulièrement sur ce que j'avais vécu dans les camps pour ne pas oublier, mais j'en parlais très peu autour de moi. En 1964, pourtant, j'ai accepté de témoigner à Londres lors du procès pour diffamation intenté par le docteur Dering, un ancien détenu polonais d'Auschwitz qui avait collaboré avec les SS,
contre l'écrivain Léon Uris. Et j'ai prouvé que oui, il était possible de désobéir aux nazis. Un an après, j'ai été honorée en tant que juste parmi les nations par l'Institut Yad Vashem. Je suis la 2e Française à avoir reçu cette distinction et la première personnalité médicale. Dans les années 80, j'ai été rattrapée par la maladie de Parkinson. J'arrivais de moins en moins à écrire et à jouer du piano. Alors j'ai décidé de mettre fin à mes jours le 12 octobre 1988. L'une des femmes les plus admirables que j'ai connues nous a quittés. Et je n'exagère pas en disant qu'elle était une des personnalités les plus remarquables que l'humanité ait connues. A alors écrit Moshe Beshki, juge de la Cour suprême d'Israël. C'était Les Héroïnes de la médecine, un podcast de Justine Morel, produit par Egora.